Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette troisième soirée du festival Passaporta, qui est intitulée Arab Spring Writers in Revolution. Et je crois que c'est vraiment exceptionnel parce que vous avez ici un panel incroyable, en fait, de, je dirais 5 écrivains, j'ajouterai 6 parce que Mohamed Berrada, qui co-anime avec moi, est un des leurs. Je suis modestement d'ici, mais je veux dire, ce sont des écrivains qui font cette révolution tant dans la littérature que dans la politique. Dus goedenavond, good evening everybody. On va essayer de rester dans un timing parce que la soirée est riche. Vous aurez de la lecture, vous aurez du débat, des questions. J'étais assez touchée tout à l'heure quand on préparait la soirée parce qu'un des auteurs, Khaled Al-Khamisi, confiait qu'il était à la fois très heureux d'être ici. Vous disiez que vous étiez très heureux d'être ici, mais aussi finalement très nerveux et déjà orphelin à peine dans l'avion de ne pas être chez lui, où évidemment les nouvelles se succèdent, les événements se bousculent, et il avait presque un sentiment de culpabilité de ne pas être avec les siens, là où je pense qu'il travaille autant qu'il écrit. Je pense que c'est la même chose aussi, je discutais avec, j'ai fait l'interview de Khalifa qui est ici, donc qui vient de Syrie et qui à la fois s'est trouvé un chouette café où écrire aujourd'hui, dans ces derniers jours, rue d'Ansart, ici au centre de Bruxelles, mais en même temps est branché, je le trahis, mais branché sur cette situation évidemment passionnante, terrible, et qu'il n'a de cesse de retrouver dès qu'il en aura terminé avec nous. Donc 6 auteurs, donc je voudrais dire aussi, je présente avec Mohamed Berrada, qui est un romancier marocain, chef de file de la littérature moderne arabe, qui a aussi fait des grandes traductions et qui vient de sortir un livre chez Actes Sud qui s'appelle Vie voisine. De avond zal in het Frans en het Arabisch verlopen, dus de gesprekken worden simultaan vertaald naar het Frans en het Nederlands. Les personnes qui n'ont pas de casque peuvent très vite aller s'en procurer parce qu'évidemment il y a une série de personnes présentes ici qui parlent l'arabe et qui liront leur texte en arabe, ce qui fait aussi partie de la beauté de la soirée, c'est de les entendre dans leur langue de départ. Cette soirée est une coproduction entre Passaporta et Aldus Kerbeek, Literature Across Frontiers. Je pense qu'il y a un bon groupe ici de cette Literature Across Frontiers qui est présent dans cette salle, donc qui est un réseau littéraire européen qui se réunit donc à Bruxelles à l'occasion du festival. Le festival se déroule jusque dimanche soir. Demain à Flagey, une soirée sera entièrement dédiée à la nouvelle. Là aussi, l'affiche est prestigieuse. Tahar Ben-Jelloun, Lydia Davis, Gérard Donovan, Arnon Grunberg, Christine Emmerichs, Pierre Mertens et d'autres noms. Dimanche, vous êtes tous conviés au parcours Passaporta, parcours littéraire à Bruxelles. Donc, durant toute la journée, une centaine d'auteurs seront à portée de main. Et donc c'est Julian Barnes, l'écrivain britannique, qui clôturera la soirée. 4e édition à Beaux-Arts. Donc je pense qu'on voit toute la richesse des auteurs présents. Le déroulement de la soirée, donc nous allons faire entrecouper les présentations d'extraits. On va vous présenter avec Mohamed au tout début chacun des auteurs, et puis ils viendront spontanément. On leur posera une série de questions qui ont trait tant à la littérature qu'à la politique, en leur demandant d'abord si les deux sont indissociables désormais dans leur cas particulier. Après les avoir écoutés, vous aurez l'occasion d'acheter leurs livres et de les faire dédicacer. Ils sont évidemment là pour vous rencontrer aussi, répondre à vos questions en vis-à-vis, parce que je suppose que nous n'aurons pas épuisé toutes vos curiosités, mais nous allons quand même essayer de nous y efforcer. Je passe la parole à Mohamed. Alors, Mohamed va intervenir avec une présentation propre assez courte, mais avant qu'il ne vienne, donc on va vous présenter les auteurs qui sont là, donc avant qu'il ne... Mohamed, je pense que si tu veux présenter les 2 premiers... Ah oui, d'accord. En arabe? Oui, c'est ça. خالد خليفة كاتب من سوريا يمثل اتجاها متميزا في الكتابة. عندما صدرت روايته سنة 2006 كانت لافتة للنظر لأنه استوحى أحداثا مأساوية في سوريا في عهد الأسد أو عائلة الأسد، حافظ الأسد، خاصة في مدينة حلب. أحداث رواية تقدم لنا من خلال عائلة عريقة كيف انقسم أفرادها بين مؤيد للاتجاه الإسلامي ومناهض له، وبين أيضا القمع الشديد الذي كان
يمارس ضد الأصولية الإسلامية. وفي الآن نفسه كانت السيدة فتاة شابة عاشت مراحل متعددة والتحقت بالاتجاه الإسلامي، ثم دخلت السجن، وعندما خرجت استعادتها قوة الحياة، شهوة الحياة إذا صح التعبير. وفي هذه الرواية سنجد عبارة لافتة يقولها الخال بكر لابنة أخته عندما تسأله: هل ستعود الأيام كما كانت؟ هل سنعود كما كنا؟ فيقول: لا، لقد تحطم كل شيء ونحن سائرون إلى مصير الجول. خالد خليفة في النهاية كتب لمسلسلات للتلفزيون كانت لها شهرة دائعة، وكتب أيضا سيناريوهات للسينما. روايته مديح الكراهية شيء يستحق الذكر. أما إبراهيم الكوني فهو قد حمل في كتاباته وفي رواياته بالأخص فضاء جديدا، فضاء الصحراء الذي عاش فيه وتشرب طقوسه وعاداته، واستطاع أن ينسج من هذا الفضاء الصحراوي فضاء روائيا طرح من خلاله أسئلة وجودية، أسئلة ميتافيزيقية، أسئلة تخص الحياة والموت وما بعد الموت. فكان في الحقيقة يحمل تجديدا للرواية العربية، لأن فضاء الصحراء من قبل كان موجودا ولكن في نصوص محدودة. هو استطاع أن يجعل من الصحراء مجالا روائيا بامتياز، وقد كتب أكثر من 70 كتابا بين رواية ودراسات وتأملات. Si on suit vous avez Madame Radja Ben Slama, qui est universitaire et psychanalyste tunisienne, rédactrice en chef de la revue en ligne Alawan et membre fondateur du Manifeste des libertés de l'Association tunisienne pour la défense des laïcités. En français, elle a publié Les mots du monde, masculin-féminin pour un dialogue entre les cultures. Psychanalyste universitaire, elle est chercheuse enseignante spécialiste de la littérature, la civilisation de la langue arabe à l'Université de Tunis. Elle dit elle-même qu'elle a pour le moment parfois laissé. Elle dit qu'il y a des centaines de livres, en tout cas des dizaines qui l'attendent d'être écrits, parce qu'elle a mis son activité scientifique un peu entre parenthèses pour une activité de lutte et de participation à la mutation de sa société, à l'arrivée de la démocratie, la place des femmes. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Vous avez alors Khaled Al-Khamisi, qui donc débarque du Caire ce matin, enfin hier, ce matin, absolument. Vous êtes producteur, réalisateur, journaliste, diplômé en sciences politiques à l'Université du Caire, en relations internationales à l'Université de Paris-Sorbonne, l'auteur d'un livre très connu, évidemment, Taxi, paru chez Actes Sud, qui est une maison d'édition, évidemment, qui est une bel ambassadeur de toute cette littérature pour nombre de ses auteurs, qui est donc devenu rapidement un best-seller traduit dans plusieurs langues. Il a aujourd'hui écrit L'Arche de Noé, aussi publié chez Actes Sud. Et je pense que lui aussi n'a pas mis son activité littéraire entre parenthèses, mais est un observateur fin. Il vous le comptera aussi des nouveaux mouvements d'expression au sein de cette Égypte qui bouillonne et sur laquelle finalement il nous dira qu'il est aujourd'hui assez optimiste, en tout cas enthousiaste. Boualem Sansal, qui est un écrivain algérien francophone, auteur de plusieurs romans et essais en particulier. Bon, on connaît bien sûr Le Village de l'Allemand, paru en 2008, traduit dans multiples langues. Donc lui débarque de Chine et repart en Lituanie. Donc c'est pas pour vous dire qu'il voyage beaucoup, mais qu'il est très traduit et très lu à travers le monde. Il vient de sortir Rue Darwin, donc qui est son nouveau roman, publié aux éditions Gallimard. Ingénieur économiste de formation, il a fait sa carrière dans l'enseignement dans l'administration de son pays. Il a reçu le prestigieux prix de la paix des libraires allemands, qui était un signe important pour ce roman Le Village de l'Allemand. Il a été nommé au grade de chevalier de l'Ordre et des Lettres par le ministère français de la Culture et de la Communication. Il dit qu'il fait de la littérature, pas la guerre, et on lui demandera d'expliquer de façon plus approfondie ce que ça veut dire pour lui dans le contexte dans lequel il évolue. Je laisse la parole à Mohamed. Depuis décembre 2010, l'espace désigné par Monde Arabe
connaît un processus inédit qui aspire à ébranler régimes autoritaires et structures passéistes. Ces mouvements de protestation et d'indignation ne couvrent pas tous les pays arabes, mais ils les mettent tous dans le collimateur des jeunes en colère. C'est que plusieurs facteurs objectifs et politiques poussaient plutôt vers ces mouvements de changement depuis les indépendances. L'espoir d'un État national s'est vaporisé. Pendant plus de 50 ans, les peuples des pays arabes ont subi la confiscation de leur liberté et leurs droits, ainsi que la répression et l'autoritarisme. Mais la vitalité des peuples et l'ouverture amorcée par la culturation ont permis de forger une conscience civile qui vise une forme sociétale basée sur la démocratie et le dialogue. Vu de cet angle, nombreux sont les luttes et les sacrifices qui ont préparé le terrain de ce que nous vivons aujourd'hui sous l'appellation printemps arabe. Les écrivains et les artistes n'étaient pas loin de ce mouvement, à qui les jeunes ont réussi à donner une naissance adéquate. L'importance essentielle de ce mouvement contestataire réside avant tout dans le processus du devenir, auquel il a ouvert les portes. Effectivement, le printemps arabe, c'est avant tout un acte qui a fait sortir l'histoire des pays arabes du frigo où les régimes l'emprisonnaient. C'est pourquoi il est tôt de parler de l'avenir des révolutions arabes qui s'inscrit dans le registre de l'histoire à long terme. Il s'agit plutôt du devenir révolutionnaire des citoyens qui s'annoncent ouvertement pour rompre avec la période tyrannique. La littérature et l'art sont bien placés pour défricher ce devenir promettant tant de possibilités. Gilles Deleuze disait « L'art, c'est ce qui résiste. Il résiste à la mort, à la servitude, à l'infamie, à la honte. » En effet, la littérature et les arts des pays arabes ont assumé en partie le rôle pionnier de la modernité dans les pays arabes après les indépendances, à contre-courant des idéologies intégristes et conservatrices. C'est la littérature, le roman et la poésie en tête qui ont rendu visibles des espaces interdits par la censure officielle et ont détruit la légende préfabriquée d'une langue arabe sacrée, comme il a donné libre cours à des visions aussi audacieuses que révélatrices. On peut dire que c'est cette littérature qui a transité l'imaginaire nationaliste vers un imaginaire moderne et universel. Il est significatif qu'après la défaite des armées arabes en 1967, la majorité des écrivains, créateurs et penseurs ont annoncé leur dissidence vis-à-vis des régimes qui utilisaient la cause palestinienne pour survivre à ces échecs. Sous la colonisation israélienne et la tutelle des régimes arabes, les Palestiniens continuent à subir les sévices d'une occupation impunie. Depuis les années 60 du siècle dernier, les écrivains d'expression arabe ont saisi que la littérature qui mérite son nom doit avoir une distance esthétique qui lui permet de dépasser le circonstanciel et l'insignifiant. Par cette même distance, ils évitent d'être l'écho du discours dominant, imbibé de verbalisme et rhétorique momifiée. Avec l'avènement du printemps arabe, les écrivains sont interpellés plus qu'auparavant par leur rapport avec la révolution et l'instauration de la démocratie. Certes, aucun écrivain ne peut négliger cette nouvelle donne qui met fin au climat cauchemardesque où on écrivait sans pouvoir distinguer les contours d'un avenir quelconque. Maintenant, les écrivains se trouvent devant un rêve cher
à qui il faut donner corps et âme. Or, ce n'est ni tâche facile, ni voie plus claire. Il est vrai que les portes sont grandes ouvertes, qu'on peut oser traiter tous les thèmes, mais en même temps, il y a risque de tomber dans l'écriture glorificatrice, noyée d'optimisme prêt à porter. C'est pourquoi il est nécessaire, à mon avis, d'exiger l'inactualité du texte littéraire, même quand on s'inspire des événements de grande actualité. Les textes remarquables écrits avant et après la Révolution nous enseignent que la création littéraire ne se soumet guère aux idéologies, même quand un auteur s'affiche une tendance réactionnaire. La littérature creuse une vision plus profonde que celle des autres discours, car elle s'insère dans le champ du mouvement humain et prend pour guide un cœur qui pense et une raison qui ressent. C'est cette caractéristique qui pousse les écrivains à étreindre la révolution poétique, l'expression chère à Jean Genet, selon l'expression chère à Jean Genet. Et cette perspective, je dirais que la littérature vise la mise en question des idées reçues et des croyances préconçues. On assiste depuis le début du XXIe siècle, dans tous les pays arabes, sans exception, à un recours à l'écriture littéraire prise comme exutoire, où un nombre d'écrivains, femmes et hommes, expriment avec véhémence leurs expériences intimes vécues dans des sociétés patriarcales et répressives. Leurs textes rejoignent ceux écrits depuis les années 20 du siècle dernier, quand la modernité et ses valeurs étaient le phare d'une renaissance maintes fois avortée dans les pays arabes. Je crois que l'avènement du printemps arabe permet aux écrivains et créateurs de reprendre en charge l'incarnation d'une modernité qui rompt avec le passéisme et le pouvoir absolu. Ce printemps, assiégé par une pensée intégriste et des idéologies qui exploitent la religion, a grand besoin d'une modernité qui exerce une critique radicale et qui réinterprète l'histoire à partir du besoin du présent et de l'avenir. Il est urgent aussi que la littérature d'expression arabe continue sa tâche primordiale de transformer le langage et l'adapter aux problématiques actuelles en prenant en considération le plurilinguisme et la diversité qui traversent nos sociétés. Le vrai changement exige de révolutionner la langue, et les réalisations littéraires depuis 100 ans ont démontré concrètement la nécessité de désacraliser la langue au rythme du quotidien et de la complexité des mutations accélérées. Beaucoup de textes écrits par des poètes et romanciers arabes pendant les 2 dernières décennies prouvent que tout changement réel passe par un changement de la langue. Je crois que les écrivains avec qui nous entamons ce dialogue ce soir appartiennent à des pays différents de l'espace arabe et écrivent en langues différentes, et 3 parmi eux appartiennent à des pays qui vivent ces changements dans l'espoir et la douleur. Leurs écrits s'inspirent des thèmes issus du passé lointain ou proche, du présent conflictuel ou des différents identitaires qui reposent la problématique de l'appartenance à l'histoire et à un humanisme à venir. Ainsi, la littérature reste, avec son aspect inactuel, et avec ses exigences esthétiques, un observatoire des mouvements invisibles et aussi des langages transformateurs, toujours en gestation. Je vous remercie. On va inviter pour la première lecture Eric Elissa à nous rejoindre et à nous parler d'un printemps plein d'espoir. مساء الخير.
شكرا لصديقنا المترجم، ولكن أطلب منه التصحيح. أنا خالد خليفة ولست طارق خليفة. صديقنا طارق ناصر موسيقي كبير، وهو يقال طارق ناصر خليفة أيضا. أنا كنت لأول مرة في بلجيكا في هذا المكان حين وقعت كتابي بالفرنسية، حين وقعت كتاب مديح كراهية بالفرنسية. والآن أنا منذ 3 أسابيع في بروكسل في إقامة أدبية حقيقة من ألطف الإقامات التي كنت فيها منذ أزمنة سابقة. ومنذ اللحظة الأولى بحثت عن مقهى كي أكتب به فيه. بالنسبة لي الشروط بسيطة جدا: أن تجد ناس طيبين وقهوة لذيذة وطاولة متينة وكرسي. هذا ما يطلبه أي كاتب في العالم، وأنا وجدت هذا الشيء، ولذلك يجب أن أشكر كل أصدقائي والستاف في باسابورتا الذين رعوني حقيقة بهذه الفترة. أنا كنت محتاج تماما إلى كل هذه الطيبة. والآن سأقرأ النص. ربيع مضخم بالأمل. قبل ثورة تونس كان العالم يعتقد بأن العرب قد انتهوا. كانت الصورة قاتمة تماما: مجتمعات تعيش بعيدا عن باقي دول العالم، بعيدا عن الشراكة، مجرد مستهلكين ومنتجين للنفط. مجتمع ظلامي تتحكم فيه مجموعة ديكتاتوريات قادمة من ظلام الماضي، ديكتاتوريات سياسية ودينية، ولا أمل بالنهوض أو الحرية. لكن المشهد تغير. الربيع العربي في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسوريا ضرب بعرض الحائط بكل نتائج وحقائق مراكز البحوث. لكن المفاجئ موقف من كان يرثي العرب بحزن شديد. انفجرت أسئلة جديدة عن دور الإسلام السياسي، تشكيك بهذه الثورات، رثاؤها مبطن لعبودية العرب. هل هذه الثورات أم ردة ثقافية جديدة؟ ماذا سيفعل العرب في مستقبل العلاقة مع أوروبا وأمريكا وباقي دول العالم؟ كيف ستتصرف الأجيال الجديدة من الثائرين؟ كانت أسئلة تثير الدهشة من خوف الآخر من ربيع العرب، أو من عدم فهم ماهية وجوهر هذا الربيع. وما زالت هذه الأسئلة حتى الآن تعيد إنتاج نفسها مرة أخرى، خاصة في علاقتها مع الثورة السورية. حين أشاهد التلفزيونات وأقرأ الصحافة أشعر بالخوف على سوريا، لكنني أنا المقيم في قلب الثورة. لم تنتابني لحظة شك واحدة في مدنية الثورة السورية، ولم تنتابني لحظة خوف واحدة على سوريا ومستقبلها المدني. وما زلت ساخطا على من يريد رؤية نقطة ظلام في بحار من الألوان الرائعة. إننا ما زلنا نعيش سوء التفاهم نفسه بعد 2 من الربيع العربي. سوء تفاهم مكلف بالنسبة لنا. لا طاقة لنا على شرح كل شيء. لا وقت لدينا لإقناع العالم بأنكم كما أخطأتم قبل الثورات بدعمكم الديكتاتوريات واعتبارهم قدرا مقبولا لشركائكم في الحضارة والمستقبل. تخطئون مرة أخرى بعد تقاسم الأمل مع هذه الشعوب التي تعمل للمرة الأولى في تاريخها على امتلاك قرار مستقبلها. عشرات المليارات من الدولارات تدفع للمتشددين كي يوقفوا زحف الثورة إلى المعبد لهدمه، كما تدفع هذه المليارات لإعادة إنتاج الديكتاتوريات بشكل ديني. لكن الثورة مستمرة. المارد الذي استيقظ لن يعود إلى العفن، لن يعود إلى العبودية. والثورة السورية التي هي أم الثورات اليوم تدفع كل هذه الأثمان الباهظة نتيجة الصمت والتشكيك الذي لم تشهده ثورة في التاريخ.
نتيجة تخلي العالم عن قيمه والاكتفاء بالتلصص على دماء الأبرياء وصرخات المعذبين في السجون وآلام الأطفال في مخيمات اللجوء. لا نريد شيئا سوى التوقف عن رسم الشكل الذي ترونه لهذه الثورات، ومن جديد نذكركم بأن الثورات في العالم كانت هدما لقيم الماضي وإنتاج قيم جديدة. نحن نعيش وسط هذا الزلزال، ونعيد من جديد طرح أسئلة جديدة على مستقبلنا، ولكن هذه المرة الأسئلة مدخمة بالأمل. أهم ما قدمه الربيع العربي حتى الآن هو الأمل، وهذا الأمل نربيه كما يقول شاعرنا محمود درويش لينبت دم شهدائنا حرية ومستقبلا يعيد إلى العقل سلطته ويهزم قوى الظلام. أيضا نحن جديرون بالأمل والعقل والشراكة في مستقبل الإنسانية. شكرا. أمام هذا السياق المشتعل في العالم العربي، هل تعتقد على أن الأدب العربي أصبح ملزما بأن يكون ملتزما؟ وهل يستطيع الأدب أن يغير العالم، أن يغير واقع هذه المجتمعات؟ أعتقد بأن الكتابة أمام ما يحدث اليوم في سوريا يعني هو نوع من لا شيء. الكتابة لا تستطيع وقف القتل ولم تستطع إيقاف القتل في يوم ما، لكن في النهاية ما سيحدث في العالم العربي هو ليس كتابة عن الثورات أو من أجل الثورات. ما سيحدث هو تغيير لكل البنى القديمة. اليوم هناك أسئلة جديدة في المجتمع العربي. اليوم هناك حركة حقيقية لإعادة الاعتبار للعقل ولحرية التعبير وللرأي، والكتاب أيضا مطالبون بأن يعيدوا إنتاج أدواتهم، بأن يفكروا فعلا حقيقة بما سيكتبونه في المستقبل. أنا شخصيا من تجربتي الشخصية أتحدث بأنني الآن أمام أسئلة جديدة ومختلفة عما كتبته في سنوات طويلة، والآن هناك نوع من النقاش الحقيقي على الأقل بأنه لن يعاد إنتاج مجموعة أصنام. هذه الأصنام هي مهمتها تبجيل وتمجيد الحاضر، وهذا ما حدث في الثقافة العربية لسنوات طويلة. هذا النقاش، هذه الحرية، سيحسب الكاتب دوما حسابات مختلفة. وفكرة التجديد باللغة ونزع القدسية عن اللغة العربية التي تحدث عنها الدكتور برادة هي من أهم هذه المشاريع. اليوم يستطيع العرب السير خطوات حقيقية في نزع هذه القداسة عن اللغة التي في النهاية هي لغة القرآن ولا يجوز المساس بها. اليوم يجري هدم حقيقة جدران المعبد في الأدب العربي، يجري هدم وإعادة إنتاج حوارات جديدة. وأعتقد بأننا نحتاج إلى وقت جيد أو وقت طويل كي تبدأ آثار هذا التغيير بالظهور وبالتالي بتحسسها. أعتقد السؤال الجذري الذي يجب أن يسأل هو: هل الثورة التي تنشد الحرية تنشد الثورة هذه الحرية باعتبارها هدف أساسي وأخير، أم أن للحرية وجوه أخرى نهملها عادة عندما نراها من خلال عدسة سياسية صرفة؟ أعتقد أن الحرية نسبة أقل في الحرية السياسية، أما النسبة الأكبر في
قضية الحرية التي هي قضية أي ثورة هي قضية وجودية. الحرية بالدرجة الأولى غاية وجودية أو حاجة وجودية. هذا ليس كل شيء، ولكن الحرية أيضا حاجة ميتافيزيقية. ورسالة الأدب ليس رصد الحرية السياسية، وإنما رصد الحرية في البعد الوجودي، ورصد الحرية في البعد الغيبي، أي البعد الميتافيزيقي. الأدب يتحول أدبا مباشرا وأدبا يطير بجناح واحد إذا وضع نصب عينيه دائما البعد السياسي. البعد الاستعاري هو أيديولوجية الأدب الحقيقي. أعتقد أن الحماس الذي نمارسه اليوم في التهليل للثورات العربية حماس يجب أن يكون موقوتا. الحماس ليس الأدب، ومحاولة التحدث بلغة السياسة أو اللغة المباشرة هذه قتل للأدب وقتل لروح الأدب. والدكتور برادة تحدث منذ قليل على قضية في غاية الأهمية، وهي قضية شعرية الحرية أو الرؤية الشعرية للحرية. يجب أن نضع في أذهاننا أن الثورات ضرورة، ولكنها الضرورة التي تخون نفسها دائما. الثورات مخيبة للآمال دائما. الثورات لا تأتي بالسعادة. الثورات لا تأتي إلا بالحد الأدنى من الحرية، ولهذا تخون رسالتها. الثورات لا تأتي بالخلاص. الثورات لا تأتي بالحرية 100%. لقد بشر أحد أصدقاء إيمانويل كانت عندما قامت الثورة الفرنسية، لقد هرع إليه وقال له أن ثورة عارمة قامت في فرنسا، فابتسم إيمانويل كانت بسخرية وقال له: هذه ليست ثورة. الثورة الحقيقية هي الثورة التي قمت بها أنا، ثورة العقل، ثورة التنوير، ثورة العقل المحض، ثورة في بعديه العقل المحض والعقل العمل. ماذا يعني ذلك؟ لقد أيضا سئل جيمس جويس عندما قرر السوفييت في الثلاثينات القرن الماضي إبداع الأعمال الكاملة أو إصدار الأعمال الكاملة لجيمس جويس، أرسل ستالين أحد الصحفيين لكي يعمل مقابلة مع جيمس جويس، وأعتقد أنه كان بزيورخ في ذلك الوقت. وفي نهاية المقابلة سأل الصحفي السوفيتي من موقع أيديولوجي، سأله سؤالا في غاية البساطة: ما رأيك في الثورة الاشتراكية العظمى، الثورة السوفيتية الاشتراكية العظمى؟ فأجابه جيمس جويس: ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى هذه لها علاقة بالعالم الخارجي، وأنا لا يهمني العالم الخارجي، أنا يهمني العالم الداخلي الإنسان. La même question pour notre ami. Alors, moi, je pense que le parti pris de la vie est déjà un parti pris politique. C'est ce que disaient les situationnistes. Et ce que je reprends aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas besoin d'être engagé dans un sens restreint pour servir les révolutions. Parce que on est face à des idéologies qui prônent la mort, le suicide, le martyre, ou bien qui prônent la mortification du corps. Donc il suffit pour un écrivain de célébrer la vie, Eros,
l'amour, de célébrer même la danse pour qu'ils servent réellement ces révolutions. Monsieur Kamsi. أنا بسرعة جدا عايز أعلق على النص الأول لدكتور برادة، وهو هنا النص في جزءه الأول قام على فكرة منتشرة جدا، وهي فكرة إنه ما حدث في خلال السنتين اللي فاتوا كان بيعبر عن حالة ازدواجية ما بين من ناحية قهر دولة ديكتاتورية، دولة تقمع الحريات، دولة قهرية، دولة بتمارس عمليات عنف، دولة بتمارس عمليات حجب للرأي العام. والجانب الآخر الجانب الآخر من العملة هو الحرية والديمقراطية وإلى آخره. الحقيقة إنه المشهد كذلك دائما بيتم تصويره، إن إحنا كنا في دولة قمعية ونحن نسعى للحرية والديمقراطية. أنا الحقيقة أنا شايف إن الازدواجية دي هي ازدواجية غير حقيقية وبعيدة كل البعد عن مشاعر الناس في شوارع القاهرة واسكندرية والسويس وبورسعيد زي ما أنا شفتها. أنا اللي أنا شايفه إن إحنا كنا ما بين دولة بتمارس سياسة نيوليبرالية اقتصادية تدعم الأغنياء ضد الفقراء بشكل سافر وواضح، دولة بتقمع الثقافة بشكل عام، تحارب الثقافة. يكفي إنه تشوفوا عدد دور العرض السينمائية وعدد دور العرض المسرحية في مصر وتونس والجزائر والمغرب وسوريا سنة 1970 و1990 أو 95، وهتشوفوا الدولة دي عملت إيه في حربها ضد الثقافة. دولة بذلت جهد كبير إنها تدمر العملية التعليمية. إذا نحن مش قدام دولة ديكتاتورية فقط أو مش قدام دولة قمعية، لا، إحنا قدام دولة تابعة أولا بشكل سافر لمستعمر أمريكي. أنا بتكلم بالنسبة لحالة مصر. الحكومة المصرية بدءا من سنة 1971 ثم بدءا من سياسات الانفتاح الاقتصادي في يناير 74 كانت دولة اعتبرت الولاية ولاية من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من الصعب جدا تصور أنه يصدر قرار اقتصادي حقيقي دون موافقة البيت الأبيض أو دون الحصول على ضوء أخضر من البيت الأبيض. الثورة على ده ما كانتش ثورة للديمقراطية، لا، هي كانت ثورة مطالبها أكثر تعقيدا بكتير جدا من الديمقراطية. هي ثورة طلبت بالعدالة الاجتماعية، طلبت بتحديد سقف للمرتبات. مش عايز أدخل في تفاصيل، إنما اللي ممكن أقوله بكل بساطة ما في تقديري أنا الشخصي ما حدث في الوطن العربي سنة 2011 كان حراك ثوري مستمر من سنين قبلها. هذا الحراك الثوري هو حراك في رأي عالمي ضد نظام عام اتأسس بعد الحرب العالمية الثانية في الأمم المتحدة وفي اليونسكو وفي الديمقراطية التمثيلية. هذا العالم يموت، هذا العالم اللي أوروبا فخورة به بيموت. هذه الديمقراطية الهزلية اللي أوروبا سعيدة جدا بيها بتموت، بتنهار. هرجع للسؤال بسرعة. Oui, je de vous demander justement, est-ce que vous considérez que votre littérature, parce que vous êtes politologue, est-ce que votre littérature fait partie de votre action politique ou est-ce que vous dissociez les choses? عودة للسؤال بسرعة جدا. هقول إنه ارتباط الأدب المصري بالحراك السياسي قديم بدءا من أواخر القرن ال19. أنا لا أظن أن هناك أديب أعرفه قرأت له ما كانش له علاقة واضحة بالشأن السياسي، ما كانش له موقف سياسي بعينه،
ما كانش منتمي لتيارات سياسية يا إما رسمية يا إما سرية يا إما منتمي لأحزاب سرية. دائما كان الأدب المصري منتمي تماما ومتداخل مع الشأن السياسي. إذا إن إحنا نتكلم سنة 2011 حصل شيء مختلف، إنه الأديب المصري أصبح موقفه مختلف إزاء الشأن السياسي وإزاء الشأن العام، ده مش حقيقي. صعب جدا نجيب سكينة ونسقط بالسكينة على التاريخ المصري ونقطمه، مستحيل. اللي حصل إنه الأديب المصري كما أنا أعرفه عبر 100 سنة كان منتمي تماما لتيارات سياسية وكان له موقف سياسي. لو بتكلم عن نفسي، أنا كتبت كتابي تاكسي في 2005 لأني كتبته لأنه كان هناك حراك سياسي اجتماعي حقيقي في الشارع، كان في حركة ثورة حقيقية في الشارع المصري، وبالتالي هذا الكتاب كان كتاب معبر تمام التعبير عن هذا الطوفان اللي كان حاصل في الشارع. كمان الحديث ان الثورة المصرية بقى لها سنتين من 2011 ده غير حقيقي على الاطلاق. احنا بدينا من 2004 و2005 حراك ثوري، وهذا الحراك الثوري مستمر. 2011 امريكا كان لها دور فيما حدث في تقديري انا لسقوط مبارك بسرعة، انما الحراك الثوري بدأ من 2004 ومستمر لغاية النهارده وهيستمر سنوات كمان. شكرا. Merci. Monsieur Sansal, Walem Sansal, est-ce que vous estimez que l'écrivain aujourd'hui de langue arabe, ou qu'il écrive en français ou en arabe, peut jouer autre chose qu'un rôle politique, ou peut échapper à la politique en fait? Je voudrais d'abord donner un point de vue sur le mot révolution qu'on utilise. La révolution a un but et un seul, c'est la prise de pouvoir. Ce n'est pas une question de philosophie, de la vie. On discute de la vie entre soi, en famille, avec éventuellement dans une université. Dans le champ social, il s'agit de rapport de force et de prise de pouvoir. Le pouvoir a toujours, pendant très longtemps, a été un pouvoir de droit divin. Donc des gens, au nom de Dieu, de la divinité, se sont emparés du pouvoir et ont gouverné et ont installé un rapport de force qui leur est favorable et qui leur permettait de garder le pouvoir éternellement. Et donc, et pour justifier tout cela, ils utilisent des instruments, l'Église par exemple, pour produire un discours qui légitime le roi, et des intellectuels aussi, des clercs, pour donner au roi les instruments de sa domination, le droit, l'organisation, etc. Bon, voilà, donc il faut prendre le pouvoir. Les peuples doivent prendre le pouvoir. Alors ils ont... ça s'est produit, cette affaire-là ne s'est produite qu'une fois, ça a été en France. En 1789, le peuple a compris que le pouvoir pouvait lui appartenir. Voilà, donc il est sorti dans la rue, ils ont guillotiné le roi, ils ont chassé l'église et ils ont pris le pouvoir, et ils sont encore au pouvoir jusqu'à présent. Il leur échappe évidemment un petit peu parce qu'ils se créent à l'ombre, dans l'ombre des oligarchies financières, militaires, etc., qui petit à petit s'accaparent le pouvoir du peuple. Voilà, donc que peut faire l'intellectuel dans cette affaire-là, dans la situation du monde arabe aujourd'hui? Le monde arabe est gouverné depuis des siècles, depuis toujours, par un roi de droit divin. Donc on est dans la situation des Français en 1789. Ça ne sert à rien de critiquer le roi ou d'attendre de lui des prébendes ou des machins. Il faut prendre le pouvoir. Et les intellectuels en ce moment, leur rôle est peut-être de donner aux révolutionnaires, on va dire peut-être des pistes. Voilà. Par exemple, la première des pistes, c'est de dire utiliser la violence dans une direction. Voilà. Par exemple, ne détruisons pas le pays, ne tuons pas pour le plaisir de tuer, utilisant la violence de manière positive pour prendre le pouvoir. C'est par exemple donner au peuple la possibilité
assez rapidement de substituer un ordre séculaire et millénaire par un ordre nouveau. Alors c'est comme ça, les intellectuels ont inventé la notion extraordinaire de république, de droit, de citoyen. Ah, vous savez, avant 1789, le mot citoyen ne voulait absolument rien dire. Et ça, c'est des intellectuels qui sont dit, tiens, dans une organisation de droit divin, on est quoi? On est un sujet. Et si on met en place une république, c'est le peuple qui gouverne, les individus deviennent quoi? Eh bien, il a fallu inventer un mot révolutionnaire, c'est le mot citoyen. Et d'ajouter, et quand on a enlevé le roi, on lui a coupé la tête, le roi qui avait tous les pouvoirs, et tous les devoirs aussi, devoir de protéger son peuple, etc. Eh bien, comment reporter cela sur le peuple, l'individu? Eh bien, on a inventé cette notion extraordinaire de droit de l'homme. Ça n'existait pas. Il y avait le droit de Dieu et les droits du roi. Donc, nous, les intellectuels dans le monde arabe, doivent produire ce genre de... Les jeunes dans nos rues qui se battent, qui sortent, qui brûlent, si nous ne sommes pas là pour leur dire ces choses-là, pour qu'ils orientent leur violence dans cette direction, pas dans cette direction, et qu'ils cheminent selon une certaine étape et qu'ils construisent plutôt qu'ils ne détruisent, eh bien nous aurons failli à notre rôle d'intellectuel. Et les intellectuels arabes en ce moment eh bien, sont à la recherche de leur fonction sociale. Ils n'ont pas encore nous écrivons des livres, mais nous n'avons pas encore défini notre fonction sociale dans la Révolution. Parce qu'elle nous a surpris, la Révolution. Elle est là, n'attendez pas. Nous étions dans une démarche où on critiquait tranquillement le roi. Et puis voilà, tout d'un coup, les rues explosent, les gens sortent, et puis on ne comprend pas. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est des islamistes? C'est pas des islamistes, c'est des trucs, c'est des machins. Et donc, on n'est pas encore rentré dans notre fonction d'intellectuel qui invente du sens, qui clarifie les choses. Merci. Alors nous allons passer à la deuxième lecture. Donc nous allons demander à Khaled Al-Khamisi de nous lire un extrait il va nous lire en fait un extrait de son nouveau livre, L'Arche de Noé. J'ai accouru vers l'abri. Le chauffeur lui prenait le pouls. Il est parti, envolé, son âme belle et pure. Seuls survivent les ignobles et les infâmes de ce pays, comme moi. Par 2 fois, j'ai eu des accidents terribles, une fois avec une fille à 132 et une autre avec un camion. Mais comme je suis coriace, j'ai décidé de rester le plus longtemps possible ici-bas. En quelques secondes, plein de monde s'est regroupé autour de nous. Des Nubiens sortaient de partout, certains étaient des parents de Nabri. Je me suis retiré et je suis entré dans une petite mosquée pour faire la prière du midi. J'ai prié pour qu'il aille au paradis. Si Dieu le veut, j'espère que son destin sera le paradis. Ici, je suis connu. On m'appelle le consul. Je déteste me vanter. N'empêche que je suis l'un des passeurs les plus efficaces pour sortir les gens de ce pays. Je touche du bois. Ces 15 dernières années, j'ai fait partir plus de 6000 Égyptiens. Et je porte toujours une perle bleue parce que je veux me protéger du mauvais œil. Je suis du Mitabokoum, mais je vis à Tala depuis que j'ai eu la mauvaise idée de me marier. Je veux dire que je suis du gouvernorat de Moufeya et fier de l'être. Tu veux savoir comment j'en suis arrivé là? Avant tout, c'est grâce à Dieu. Ensuite, et en toute modestie, je dois dire que je suis un artiste. Parce que celui qui peut faire partir des gens de notre pays doit avoir une sacrée imagination. Chaque jour, une nouvelle idée. Tu me demandes pourquoi? Parce que chaque fois qu'on emprunte une route qui nous mène là où on veut, les diables la découvrent. Que faire? Je trouve un nouveau chemin, je le pave et je l'asphalte.
Ne t'ai-je pas dit j'étais plein de ressources? D'abord, je dois clarifier les choses et dire que ceux qui me traitent de passeur, de fils de chien, qui tuent les gens, sont loin de la réalité. Ces journalistes, bien installés dans les pièces climatisées, qui me traitent de Dracula, qui sucent le sang de ses compatriotes, les volent et leur vendent des illusions, c'est n'importe quoi. Regardez autour de vous, interrogez mes compatriotes, ils vous diront qui je suis. Vous savez ce qu'ils diront? Que je ne suis pas cupide, mais que j'essaie simplement de rendre service aux autres, pour qu'ils prient pour moi. Eux partent, et moi, je gagne leur bénédiction. Je rends le plus grand des services à l'Égypte. Si je suis un passeur, comme on le dit, il faut reconnaître que c'est le métier le plus honorable de notre pays. Car l'Égypte tient grâce à l'argent des immigrés. La région de Moufeya survit grâce au transfert d'argent de ses fils établis en Europe et dans le Golfe. Grâce à Dieu, j'ai fait sortir sains et saufs tous les jeunes de cette région. Personne n'est mort à cause de moi. Et si on compte les morts sur tout le territoire d'Égypte, combien sont-ils? Je n'ai jamais eu envie de le savoir. Aujourd'hui, les bateaux prennent 20, 30 ou 50 personnes. Combien de bateaux ont chaviré ces dernières années? 20, 30, 40? 1000 personnes sont mortes? 2000? Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Mais le plus important reste ceux qui sont partis. Combien? Des milliers et des milliers. Quel est le pourcentage des pertes? Presque rien. Dans l'armée, les pertes sont estimées à 25%. Alors, sur l'Arche de Noé, le pourcentage est bien plus faible, moins de 1%. Franchement, au point où on est, sortir de l'Égypte, c'est beaucoup plus patriotique que de servir dans l'armée. La fuite est la seule solution pour faire avancer ce pays. Je tiens bien la seule, et je sais de quoi je parle. Le pays repose sur l'économie souterraine. Si on se tenait à la loi, on serait tous morts de faim depuis bien longtemps. Demande-moi pourquoi on n'est pas mort. Parce que moi, je travaille à faire partir les gens. Et il y en a d'autres aussi qui font le même métier avec la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas entendu parler de cet expert allemand qui était venu chez nous pour nous trouver des solutions à la crise économique et mettre en place un nouveau système? Le gars s'est acharné, il s'est crevé les yeux à la force de faire carburer ses méninges. Il a été chez le ministre, il lui a dit « En principe, vous êtes déjà perdu. Je ne comprends pas comment vous pouvez encore tenir. La solution, c'est de continuer de faire comme d'habitude et d'oublier l'histoire de l'ordre ou des règles. Il n'y a pas de système qui vaille ici. Il est reparti dans son pays, les mains dans les poches. En réalité, ce que cet homme n'a pas compris, c'est qu'on ne transfère pas notre argent en Égypte via des banques, mais avec des gens. Et quand l'argent arrive, on ne le place pas sur un compte. On le dépense ou on le cache sous l'oreiller. Même en Europe, on reçoit nos salaires sous le manteau, puisqu'on travaille au noir. Comment ce pauvre expert aurait pu calculer les capitaux qui circulent dans le pays? Merci. Alors une deuxième question à M. Al-Khamisi. On va demander à chacun de rester concentré sur la question et de faire des questions peut-être des réponses un petit peu plus condensées. Est-ce que vous vous sentez seul en fait? Est-ce que vous sentez qu'il y a des solidarités au-delà de votre pays, de vos pays? Est-ce que vous vous sentez soutenu ou isolé en fait? Regardez, je me rappelle très bien le 28 janvier 2011, quand on était dans la place Tahrir, on se disait qu'on doit se contenter de nous-mêmes. On a besoin de personne, on a besoin seulement de nous-mêmes. On est fort, on est puissant, on peut faire ce qu'on veut faire. Et le soutien, on n'en a pas besoin, réellement. C'est le sentiment que les gens avaient réellement. Et je crois que ce sentiment est un sentiment très important, de se sentir le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire la chose.
Personnellement, je crois que politiquement, on n'a pas de soutien, c'est tout à fait le contraire. Les États-Unis, l'Europe malheureusement suit les États-Unis, ont totalement soutenu les frères musulmans depuis le 28 janvier 2011. Le 1er février, 2 février, avec les pourparlers d'Omar Suleiman, vice-président dans ce temps, avec les frères musulmans, c'était avec tout le soutien des États-Unis. Donc, entre guillemets, l'Occident, naturellement, j'aime pas utiliser ces mots Occident parce que ça n'existe pas réellement dans ma tête, mais je veux dire qu'au moins la Washington a soutenu totalement la contre-révolution. Mais je crois personnellement, c'est que ce qu'on a besoin réellement, c'est un soutien plutôt culturel. C'est là le vrai soutien, on en a besoin, parce que c'est impossible réellement d'imaginer un pas en avant sans l'infrastructure culturelle. Et moi, j'étais quelqu'un qui était lié dans la culture méditerranéenne depuis une vingtaine d'années. Et je me rappelle très bien, à Bruxelles, ici, il y a à peu près une quinzaine d'années, je parlais avec des Européens, donc à l'Union européenne, et je vais répéter ce que j'ai dit il y a 15 ans, c'est que malheureusement les Européens, dans le monde arabe, en Égypte, ils soutiennent les productions, mais pas les moyens de distribution de la culture. Ils soutiennent Youssef Chahine, par exemple, le réalisateur égyptien, pour faire un film. Mais ils s'en foutent totalement, est-ce que ce film a des salles de cinéma pour le projeter ou non. Ainsi de suite, ou un théâtre, une pièce de théâtre. Mais cette pièce de théâtre, finalement, va se projeter ici, dans les halles à Bruxelles et à Amsterdam. Bravo. Mais ça n'a rien à voir avec l'infrastructure culturelle. Nous, on a besoin d'un vrai travail, un soutien dans ce domaine. Et là, je me rappelle très bien que j'ai parlé pendant 3 à 4 ans qu'il y a des machines 35 mm qui sont usées, et pourquoi pas les mettre dans des anciennes salles des petites villes égyptiennes. Mais réellement, rien ne se fait. Et là, je me demande, est-ce que vraiment l'Union européenne, dans le secteur culturel, veut réellement faire quelque chose? J'ai des doutes sincères, parce que réellement, dans les derniers 25 ans, je n'ai vu que des blablabla, et je n'ai pas vu du tout un vrai travail. Et donc, un soutien après ces 25 ans, je doute. Madame Benslama, vous avez cette impression? Est-ce que cette solidarité doit être culturelle, peut être politique? Est-ce que vous souffrez d'isolement maintenant en Tunisie? Alors, je pense que l'organisation de cette soirée est déjà une marque de soutien. Je sens une curiosité bienveillante. Et vous trouvez que c'est important, en fait? C'est très important de soutenir les expériences de liberté qui se passent dans nos pays. Pourquoi? Parce que moi, je constate que les médias européens, surtout français, malheureusement, ne s'intéressent qu'aux faits divers. Aux faits divers généralement négatifs, à la violence, par exemple, et ne s'intéressent presque jamais à ce qui se construit, aux petites expériences de liberté. Vous voulez dire aux faits divers en Tunisie, hein, c'est ce que vous voulez dire chez vous? Oui, hein, oui. Oui, non, tout à fait. Par exemple, je vous donne un exemple. Un journal français prestigieux a consacré, au bout d'un seul mois, 3 articles sur les salafistes en Tunisie. Or, durant ce même mois, il s'est passé beaucoup de choses, dont le pacte, c'est une déclaration tunisienne, universelle des droits de l'homme, et cette déclaration a été signée par 80 000 Tunisiens, tous les partis politiques sauf le parti islamiste. C'était un événement, mais aucun intérêt pour justement ces expériences
C'est ce que j'appelle les expériences de liberté. Walem Sansal, est-ce que vous trouvez qu'il y a de la solidarité ou des liens, un soutien qui vient d'Europe, notamment pour ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes? Venant des peuples, il y a eu un courant de sympathie extraordinaire. Est-ce que ça suffit La société civile a d'emblée adhéré au mouvement populaire dans nos pays, et il y a eu beaucoup de choses se sont faites, des gens, donc comme ça, des élans du cœur. Beaucoup ont pris l'avion et ils sont arrivés à Tunis, ils ont manifesté, ils ont aidé, des gens ont coproduit des films, des choses. Donc sur ce plan-là, les choses ont fonctionné. Alors au niveau des États, les États, ils sont dans la réelle politique. Eux, ils ne sont pas dans le compassionnel ou dans le sentiment. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, par exemple, Jacques Chirac à plusieurs reprises. La première fois, quand je l'ai vu, je lui faisais le reproche je lui disais, Monsieur le Président, regardez ce qui se passe en Algérie, nous étions en pleine guerre civile, les tueries entre l'armée, les islamistes et le peuple pris dans les mâchoires de l'étau. Et on discute. Il a eu cette réponse. Sur le coup, elle m'a blessé à mort. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, c'est quand même bête d'aller demander à un monstre, l'État étant un monstre froid, d'aller appeler, aller lui demander la paix à son secours. Et il vous a répondu? Et il m'a répondu tout simplement, mais monsieur, vous ne représentez rien du tout. Il m'a dit, dans vos pays, il y a l'armée, il y a les islamistes. Voilà. Affirmez-vous, constituez un courant de force et tout ça, et en ce moment, nous examinerons la situation. Est-ce que ce rapport de force n'a pas changé? L'entretien était terminé. Est-ce que ce rapport de force n'a pas changé justement un peu aujourd'hui, qu'il y a de nouveaux interlocuteurs? Pour le moment, rien n'a changé. Ils sont toujours dans cette démarche de réelle politique. Alors, ils ont vu le printemps arabe, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait là? Ils se sont grattés la tête. Les militaires sont peut-être en perte de vitesse, mais c'est pas évident. Parce que les militaires, ils sont vraiment... C'est des stratèges. Ils peuvent reculer, faire semblant de plus être là, de perdre la bataille, mais eux, ils pensent à la fin de la guerre, pas aux batailles. Et donc, et puis ils voient arriver les islamistes. Et ils voient quand même que c'est une force organisée. Alors ils se disent peut-être qu'il vaut mieux avoir deux fers au feu. Quant aux démocrates, où sont-ils? Qui les représente? Ils sont éclatés en 100 000 partis. Vous savez, en Algérie, lorsque le régime du parti unique est tombé en 1989, nouvelle constitution, on avait un parti unique. 3 jours après, on avait 160 partis. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Avec qui vous discutez? Voilà. Monsieur Khalifa, est-ce que vous pensez que justement, comme Monsieur Walem Sansal, que la diversité des différentes parties qui œuvrent à la démocratie les déforce en fait? Est-ce que ça empêche de créer des solidarités fortes ou d'avoir des appuis politiques? أنا أشعر بغربة شديدة جدا. يعني أنا جاي من ثورة مختلفة تماما، وحدود مطالبها الآنية مختلفة أيضا، وظروفها أيضا مختلفة. يعني أصدقائي خالد خميسي وأبو علام. contexte syrien. Vous êtes dans le contexte syrien. وسط الثورة السورية طبعا. يعني هناك تماما من يتحدث الآن عن بأن طبعا الآن شعرت فعلا حقيقة بأننا نعيش بسوريا وحيدين تماما بشكل كامل. نحن في سوريا منذ بعد 9 أشهر تماما من الثورة السورية شعر كل الشعب السوري بأنه متروك لمصيره. التوازنات الدولية والسياسة الدولية والغول الذي تحدث عنه أبو علام، الذي هو بارد الدم والذي هو بالنهاية شريك في هذا الدم الذي يصبح الآن في سوريا، الآن يتجلى تماما في أفضل صوره وفي أوضح صوره في الثورة السورية. الشعب السوري لم يعد له ثقة على الإطلاق بأي شيء. يعني وهناك نكتة الآن نتداول في سوريا في الثورة السورية بأننا قلقون لأن كوفي عنان بان كيمون لم يقلق منذ أسبوعين. كل هذا الدم السوري لم يحرك أي شيء في العالم، ولا يهمني في النهاية أنا
ما يقال إذا كان هناك التبريرات التي تريد الصحافة الغربية إيجادها لعدم القيام بأي دور لإيقاف القتل أو لجر المجرمين الذين يقتلون إلى المحاكم الدولية أو للدفاع عن القيم التي تحدث عنها المجتمع الأوروبيون بشكل ومنذ عشرات السنين، على الأقل دعونا نموت بصمت ولا تتهموننا بما ليس فينا. أنا ابن هذه الثورة وأعيش في الداخل وأعرف عن هذه الثورة الكثير من التفاصيل. حقيقة أنا مغترب تماما عن أصدقائي وزملائي بالحديث لأنني قد أكون أتيت من سوريا، ولكن أوافق ما قاله خالد الخميسي عن فكرة بأن هذا الدعم الثقافي، ولكن أنا بالنسبة لي الثورة السورية نحن واحدين ولا ننتظر أي شيء. هذه حقيقة يدركها كل السوريين الموجودين في داخل الثورة السورية، وليس لي أمل على الإطلاق ولا نتحدث لأي سياسي ولا نطلب من غول ووحوش باردي الدم بأن يحاولوا حتى محاولة. نحن فقدنا هذه الثقة. نحن اعتمدنا على أنفسنا بإنتاج شكل نضالنا، وهذا الإنتاج هو ما جعل من صمود الشعب السوري سنتين ممكنا. ماذا سنتحدث الآن؟ نتحدث عن الكتب والسينما وصواريخ سكوت. هناك شعب يقصد بصواريخ سكوت، هذا لم يحدث في التاريخ، لم يحدث في التاريخ على الإطلاق. نحن مطالبنا إذا كانت الثقافة تستطيع إيقاف صواريخ السكوت، إيقاف الدم، إيقاف القتل، هذا شيء جيد. أنا أعتذر أيضا أصدقائي على هذا الشعور بالغربة الشديدة، بأن دوما الكاتب عليه أن يكون هو منتج لأفكار عظيمة وإنتاج الثورات. العرب لأول مرة في ليبيا وفي سوريا على حد أدنى على القليلة حد أدنى لأول مرة العرب يشعرون بأنهم ذاهبون إلى مستقبلهم، يصنعون مستقبلهم. مصر وضع مختلف تماما، المجتمع المدني أطول، تجربته أكبر، ارتباطه في النهاية إنتاج مؤسسات مختلف في مصر، ولكن بلد نموذج ليبيا، نموذج سوريا، نموذج اليمن، نموذج نحن لأول مرة ننتج الحرية. نقول نريد أن نتكلم. الحديث هو بداية الحرية بالنسبة لنا، فيما بعد سنتحدث ماذا نستطيع أن نفعل بهذه الحرية، ولكن نحن لا ننتظر أي شيء ونحن واحدون تماما. Alors, Monsieur Alconis, c'est une vision très pessimiste, enfin très dure aussi à entendre par nous. C'est ce sentiment de solitude et d'abandon que bon sang chez un peu chacun d'entre vous. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Est-ce que vous trouvez quelque part que c'est une espèce de solitude nécessaire ou dont vous devez vous emparer pour obtenir ce que vous cherchez? فريدريك نيتشه يقول: الإنسان القوي هو الإنسان الوحيد، هو الإنسان الوحيد. الإحساس بالوحدة ليس دائما نقطة ضعف، بل بالعكس هو حافز قوة. ولذلك لأن الإنسان في ذلك الوقت لا يعول على أحد من خارج، ولكنه هو الذي يصنع التاريخ ويصنع العالم من داخله. وأعتقد أن أخي خالد عنده حق عندما يتحدث عن سوريا التي تخلى عنها العالم، لأن ليبيا كان يمكن أن تشهد نفس المصير لو لم تحدث مصادفة من مفكر، إنسان أعتقد أنه عظيم، اسمه برنارد ليفي، هو الذي أقنع ساركوزي بأن يوقف الحملة على بنغازي. ذلك كان منعطفا في السياسة الدولية. أريد أن أقول أن ليس دائما القرارات تأتي من ما نسميه نحن المجتمع الدولي. في واقع الأمر لا وجود لشيء اسمه المجتمع الدولي.
ولا وجود لشيء اسمه حقوق الإنسان، ولا وجود لمصداقية أخلاقية دولية، لأن هناك مصالح تحكم العالم، وهذه المصالح هي التي جعلت هذا المجتمع الدولي يؤهل معمر القذافي لكي يعود إلى الساحة الدولية من جديد بعد حادثة لوكرم مثلا. ما الذي أهله لأن يعود ويتبوأ أقوى من مكان، ويتبوأ مكانة دولية أقوى من مكان؟ هي أمريكا، هي فرنسا، هي إيطاليا، هي ألمانيا، هي فرنسا، هي كل الدول العربية، هي كل دول العالم اللي نسميه المجموعة التي تحكم العالم. Interpellant ce que vous dites, parce que vous dire que quand même un homme, Bernard-Henri Lévy, qui ne fait pas, je suis sûr, il ne fait pas l'unanimité dans cette salle, mais que c'est un homme peut, à un moment donné, qui est un intellectuel, peut faire bouger les choses. نقول ذلك رغم أن الآن الإسلاميون في ليبيا يشنون عليه حملة منظمة ويبررون حملتهم بأنه تفسير عرقي، وهو أنه يهودي أو غير يهودي، شيء بطبيعة الحال مضحك، وينسون أن لهذا الرجل الفضل الخفي في إنقاذ شعب بأكمله. يجب أن نعترف بذلك. لماذا نقول الحقيقة؟ Je vais vous demander de Monsieur Alconi de vous rendre devant le podium, si vous voulez, Mohamed, pendant que Monsieur Khalifa ajoute une réflexion. أنا بدي بس يعني أضيف شيء بسيط جدا. الذي حرك العالم هو النفط الليبي وليس برنار ليبي. وإذا كان برنار ليبي يريد أن يحرك العالم أجل الثورة السورية نحن نقول له شكرا، لا نريد. عفوا تعقيب هذه القضية. أنا في قضية ليبيا اختلفت مع ألونيس في مؤتمر الأدب العالمي منذ سنتين في اسكندنافيا، وأضطر أن أختلف مع صديقي هذا أيضا. النفط في ليبيا سيأخذه الغرب هكذا أو غير هكذا. لمن ستبيع ليبيا النفط في السابق؟ لمن ستبيعه؟ تبيعه الغرب، والآن تبيعها الغرب. هل ستستهلك ليبيا نفطها؟ ولهذا خرافة النفط غير صحيحة. ليس لأن ليبيا غنية نفطيا، ولكن لأن الأقدار، ربما أنا أستطيع أن أقول الأقدار هنا قررت أن تغير ما بالأمر. والسبب والأقدار كلوائية نتحدث الآن، والأقدار دائما عندما تقرر لابد أن تستخدم ما لم يخطر لنا على بال، وما لم يخطر لنا على بال دائما الإنسان المنزوي، الإنسان الموجود خارج البعد، الموجود في البعد المفقود، وهو هذا المفكر الذي اسمه برنار ليفي. Oui, voilà, on ne pourra pas trancher cette chose tout de suite, donc je propose qu'on passe à une lecture. Donc c'est Ibrahim Alconi qui nous lit Les Cavaliers des Rêves Assassins. هذه بضعة أسطر صغيرة من رواية اسمها فرسان الأحلام القتيلة، نشرت بطبعتين. أفضل، شكرا. هذا سطور قليلة من أحد فصول رواية تحت عنوان فرسان الأحلام القتيلة، نشرت منذ سنة ونصف، وهي عن تجربة الثورة الليبية من وجهة نظر استعارية أو رؤية شعرية أو رومانسية، أو ربما لا أستطيع أن أسميها محاولة للابتعاد عن المباشرة في التناول.
كنت أروض حلما عندما ايقظتني جلبة في الدور الأوسط أم في الطابق الأسفل. أصخت السمع، تنازلت عن كل خلية في البدن من جناب الحاسة. أصوات تتداخل كأنها تتجادل، أو بالأصح تتنابز. إنه وكر الجند يقينا، لأن الأصوات تسمع أبعد. في البلبلة تبينت صوت أنثى وربما إناث. هل أتى الأوغاد بمهمات أم استولى على سبايا؟ وجدت نفسي أتنفس الصعداء. لماذا؟ لأني لم أميز بينهن صوت ربة البيت، ربة الشقة الواقعة في الطابق الأوسط، ربة العطر الممزوج برائحة القهوة. ولكن لماذا أجد نفسي في كل مرة منهما بشأنها؟ أيعقل أني؟ لا يعقل. الحب في عرفي مات مع مقتل الأحلام. تصفية الأحلام تجلب معها موت الحب الذي ما عاد في بلادي حبا، ولكنه صار صفقة منذ هيمنة الأشباح. بعد مصرع الحب أصابت الجيل لعنة أخرى، لعنة رهينة تصفية الأحلام أيضا، وهي موت الانتماء إلى الوطن، موت هوية اسمها الوطن. بل مخطط تصفية الحلم حول الوطن وصمة عاب تتوج الجبين. فإذا أضيف إلى هذه الوصمة مصرع الحب بسبب روح الصفقة فقد اكتملت شروط الحلف المميت بين اللامبالاة والغثيان. شكرا. أستاذ إبراهيم، الآن نحاول أن نتعرف على علاقة كل كاتب منكم مع اللغة. كيف تعتبر اللغة في عملك الروائي؟ هل هي مجرد أداة؟ هل هي قاموس يضاد قاموسا آخر قائم؟ ما هي هذه العلاقة؟ كيف تحددها بإيجاز لو سمحت؟ اللغة بالنسبة لي هذا السؤال يوقظ أشجانا، لأنني أكتب بلغة غير لغتي الأصلية. لغتي الأصلية لغة الطوارئ. تعلمت اللغة العربية بعد 10 سنوات، بعد 11 سنة من ميلادي. والمشكلة أنني هاجرت اللغة العربية أيضا عندما اغتربت بعد 8 سنوات من البلاد العربية إلى روسيا السوفيتية لدراسة الأدب. هذا عقد بالنسبة لي الأمر أكثر، لأن الاغتراب الهوية وانتقالها إلى بيئة جديدة في الصحراء، في الواحات الليبية ثم المدن الليبية، ثم اغترابها الثاني عن الواقع، واقع اللغة العربية، إلى الاتحاد السوفيتي عندما كان يحرم دخول أي مطبوعة مكتوبة بأي لغة أجنبية، أي حصار ثقافي ولغوي شامل. هذا عرقل علاقتي باللغة العربية من جانب، ومن جانب آخر استطاع الحنين، الحرمان الذي يتحول نوعا من حافز إلى تغلب على عائق اللغة، لأننا كما تعلم هذه اللغة. مع ذلك خلقت لغتك وكتبت عشرات الروايات. هذه اللغة هي التي نريد أن تتحدث لنا باختصار. نعم، اللغة كما تعلم اللغة هي الوجود. يعني اللغة عندما كتبت اللغة العربية في الواقع أنا كتبت
ولدت من جديد، ولدت مع هذه اللغة التي أحببتها، وفي نفس الوقت هي لا أستطيع أن أفكر بها 100%، لأن في واقع الأمر أنا في تلك الفترة أقرأ طوال الوقت باللغة الروسية، كل الآداب العالمية التي قرأتها باللغة الروسية، وأفكر بلغة أخرى هي لغتي الأصلية. ولذلك اللغة العربية هنا هي المهرة التي يجب ترويضها بشكل أو بآخر، لأنها واقعة بين بعدين، ولكن يجب أن نعترف بأن اللغة العربية هي لغة في غاية الثراء، ولغة في غاية القدرة على التعبير على الدق وعلى أكثر المشاعر الإنسانية تعقيدا وبعدا في قعان اللاوعي. شكرا. أستاذ خالد. يعني حينما كنا كتاب شباب كان لدينا مفهوم بأننا نريد أن نكتب ونبرز عضلاتنا في اللغة، فكنا نكتب لغة فقط، يعني لغة وغير مفهومة بس لكن لغة بمعنى ألفاظ وجمل. الآن أنا في روايتي الرابعة التي ستنشر في القاهرة خلال أيام، وهي بعنوان لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة، بدأت أشعر بما كان يقوله المعلمون الكبار، بأنك يجب حقيقة أن تعود إلى البساطة. وبدأت أتعلم بأن كل ما هو زائد هو لا نحتاجه كبشر وككتاب، لدينا الكثير من الزوائد في اللغة. لذلك أنا اليوم في مرحلة جديدة من علاقتي مع اللغة. ما زلت أتذكر تلك الحماقات يعني الرائعة حقيقة، يعني كانت حماقات حارة ورائعة وما زلت حتى الآن أجرب في بعضها، لأنني أريد الاحتفاظ بحماقتي وليس باللغة فقط. Il y a la langue, les langues et la langue de bois. Pour moi, le premier défi à relever, c'est celui d'éviter la langue de bois. Donc, mon amour de la langue arabe, moi j'écris surtout en arabe, littéraire, mais je vais vous dire une chose, c'est que depuis les révolutions, j'ai l'impression que les dialectes arabes aussi sont réhabilités. Pour la première fois, je vous parle d'une expérience personnelle, après la Révolution, j'ai éprouvé le besoin d'écrire de temps en temps en arabe dialectal. Je ne peux pas décrire ce phénomène, mais il est important. Autre point, c'est que moi j'écris entre les langues. J'habite à un endroit, je suis une traductrice, mais à part l'activité traductive, je pense qu'il est intéressant d'être entre les langues, d'effectuer des passages entre de découvrir les différences des langues, comme un amant découvrirait les différences des femmes. Enfin, il y a de l'amour, il y a de la différence, et puis il s'agit, comme le dit très bien Paul Ricoeur, de la traduction comme construction du comparable. Et dans cette construction du comparable, on découvre l'autre et on découvre sa propre altérité, c'est très important. C'est Khalid, dans ton dernier roman, tu as fait appel à la langue parlée, dialectale. Et j'ai remarqué que ce parallélisme entre l'arabe classique a donné un bon résultat, parce que ça a permis de mettre en relief les personnages et leurs différences. شوف الحقيقة أن محاولاتي الحقيقية هي كيفية إيجاد مستويات لغوية قريبة من الشخصيات، وبالتالي بصفة دائمة أسعى لأنه ما يكونش
لدي أنا ككاتب أي لغة على قدر المستطاع عندي بأسعى سعي جاد إنه من خلال الشخصية التي تتحدث أشوف إيه المستوى اللغوي القريب من هذه الشخصية، وإيه العالم الأدبي اللي الشخصية دي جواه، ومن ثم من خلال البيئة القائمة، من خلال العالم الأدبي القائم، من خلال الشخصية بحاول أشوف إيه المستوى اللغوي الأقرب. مثلا في سفينة نوح كان عندي دكتور مرتضى البارودي وهو أستاذ جامعي، وبالتالي اخترت مستوى لغوي قريب من مستوى أساتذة الجامعة، أساتذة الفلسفة في الجامعة كما أعرفهم. في نفس الكتاب اللغة بتاعة السمسار اللي أنا قريتها دلوقتي كانت لغة شديدة العامية وشديدة الركاكة وشديدة الفوضوية، وكانت لغة يعني قريبة من وجهة نظري للعالم بتاع هذه الشخصية. وبالتالي بصفة دائمة أنا بسعى لإيجاد علاقة مباشرة ما بين الشخصية وما بين اللغة، ومش شايف إن المفروض يبقى عندي لغة خاصة بيها. شكرا. Si sans ça, j'ai remarqué dans la rue Darwin deux niveaux de la langue. Il y a une langue très précise quand il s'agissait de la description et tout ça, mais une autre tendance de mythologie la langue, si on peut dire, donner une dimension mythique voulue, et même le thème le demandait. Est-ce que c'était réfléchi ou bien c'est... Je suis comme M. Jourdain, je fais de la prose sans savoir. Hein. Donc, en tout cas, bon, ma formation d'ingénieur et de scientifique m'oblige à la précision. Quand j'écris, je me sens toujours l'obligation d'être très précis, de bien vérifier la structure de la phrase et tout et tout. Donc c'est un travail assez ardu. Mais en même temps, la langue n'est pas qu'une langue savante. Elle est aussi une langue populaire. Donc à un moment donné, il faut la remettre dans la rue, dans la bouche des gens. Et donc, et là, il faut rentrer dans les personnages. Si on se met bien dans la peau d'un personnage, je crois qu'on peut parler sa langue. Parce que le drame dans la littérature, c'est le drame, notre problème à nous tous qui écrivons, c'est de vouloir nous substituer aux acteurs. C'est eux qui parlent, c'est pas l'auteur. L'auteur n'est là que pour rapporter des dialogues et des situations. Donc il faut qu'il les rende de la manière la plus véritable. Et ça c'est difficile. Parce que certains personnages, on les connaît, ils sont proches de nous. Donc c'est facile de se mettre dans leur peau. Mais comme dans le village allemand, par exemple, je me suis mis dans la peau de deux personnages très différents. Rachel, qui est ingénieur, qui est quelqu'un de très intégré dans la société française et tout ça. Donc pour moi, c'était un jeu d'enfant que de me mettre dans sa peau et d'écrire à sa place. Mais quand j'essaie de me mettre à la place de son jeune frère, qui a 17 ans, qui vit dans une banlieue difficile en France, qui est quasiment illettré, qui fricote avec les islamistes, les langues, enfin, le verlan, le truc, c'était très difficile. Donc là, il y a un travail de découvrir les personnages et d'entrer dans leur peau. Alors nous allons découvrir la langue de Madame Radja Ben Slama, puisqu'elle va nous la lire, et elle va se rendre au pupitre, oui. Le collier des slogans de la Révolution. Vous l'avez écrit dans quelle langue initialement, Madame Slama? Vous m'avez demandé de l'écrire en français, je l'ai fait. Vous m'avez demandé de le traduire vers l'arabe, je l'ai fait. Mais du coup, j'ai obtenu un autre texte totalement différent.
Il y a un problème de micro, il ne fonctionne pas. S'il y a un technicien, ça pourrait nous aider. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai choisi, je vais vous parler des slogans. Alors, Alors, je viens d'un pays en révolution, en contre-révolution, en ébullition. Un pays où l'horizon est indéfiniment ouvert. L'horizon, mais aussi le ventre, la cuisine interne, d'où sortent des rats. Gaddafi, c'est le premier qui a parlé de rats, Jersey, s'agissant des insurgés libyens. Mais tout le monde parle de rats, tout le monde accuse l'autre d'être un rat en ce moment. Le rat n'est-il pas l'animal emblématique du printemps arabe et de son volet intime et obscur? Je parlerai de ces deux extrêmes donc, en évoquant l'horizon ouvert et le ventre, en évoquant la littérature avec le gai savoir qu'elle suppose. Pas besoin ici, parmi vous, de chercher une nouvelle grille de lecture pour aborder les résurrections arabes, puisque l'écriture, toujours nouvelle et étonnée, trouve sans chercher. Les pratiques séparées de la critique littéraire nous font oublier souvent la poésie comme forme de vie inscrite dans la réalité. La révolution ne pouvait pas se faire sans littérature, c'est-à-dire sans rêve éveillé et sans slogan rimé et rythmé. La poésie se dit mise en ordre, nazm, mise en collier en arabe. Le poète est ainsi un faiseur de collier. C'est à travers le collier des slogans que l'on pourrait retracer l'histoire de cette révolution. En 2004, une partie de la gauche tunisienne avait décidé de présenter un candidat contre Ben Ali. C'était un prof de philo. Lors de cette campagne, j'ai entendu pour la première fois le slogan suivant: le peuple veut l'alternance politique. En arabe, c'est rythmé. Sha'b yurid tadawla al-sulta. C'est cette même phrase qui donnera en décembre 2010 le fameux « Le peuple veut la chute du régime ». Sha'b yurid isqat an-nida. Un musicologue tunisien nous a expliqué que dans ce slogan résonne une cantine qui accompagnait nos jeux d'enfants. Au fait, c'était une cantine chantée uniquement par les filles. Elle est quasiment intraduisible, mais je l'ai transcrite dans le texte arabe. Mais elle résonne en moi. Le peuple aime jouer. Sha'b yihib al-la'b, dit-on par plaisanterie, et c'est rimé et rythmé. Ensuite, après la Révolution, nous avons pu établir des liens sémantiques entre les formules « le peuple veut » et le vers du poète national tunisien Chebbi, mort en 1934. Son vers est devenu célèbre: « Quand le peuple veut la vie, le destin obéit ». C'est le premier vers, c'est l'un des vers qui composent ce qu'on appelle l'hymne de la Révolution et qui était là bien avant la Révolution. Je pense que nous n'avons pas encore exploré les origines ludiques
et infantile des révolutions, ou bien leur dimension adolescente et tragique à la fois, qui consiste à vouloir bouleverser le pouvoir paternel. Cette dimension est encore visible, perpétuée par nos enfants et nos jeunes qui ont produit dernièrement un mini mai 68. C'est ainsi que certains journalistes l'ont appelé, en imposant partout, au grand désespoir des censeurs et des représentants de l'ordre, la danse de Harlem Shake. On a vu des jeunes danser cette danse même dans un hammam, dans un bain mort. C'est la raison pour laquelle je me suis opposée à ce qu'on parle de culture de la révolution ou culture révolutionnaire. Chut, c'est blasphématoire. Nous ne voulons ni une révolution culturelle à la chinoise, ni un retour du réalisme socialiste à la soviétique. Jdanov. Il fallait préserver cette altérité d'une révolution jeune et sauvage. Il ne faut pas qu'elle vieillisse. Le vieillissement a attrapé, par contre, la nouvelle élite politique islamiste ou islamisante. Ce sont des identitaires. Ils aiment l'identité. Frileux, qui ont en horreur le devenir autre que soi-même. Des sérieux, inquiets, qui tolèrent à peine l'humour et la caricature parce qu'on leur a dit que c'est important dans une démocratie. Donc ils les tolèrent. Deux conceptions de la liberté d'expression et du sacré s'opposent désormais. Pour les islamistes, l'expression doit respecter et faire respecter le sacré. Pour les autres, c'est la liberté qui est sacrée. Personnellement, j'ai opté pour l'affirmation la plus radicale de la liberté. Il ne s'agit pas de dire que la liberté de création ne doit pas être limitée par la censure, mais d'affirmer que l'art, que la littérature est une levée de la censure. La résistance littéraire et artistique fait son chemin et la mainmise sur la société civile s'avère difficile. La dernière campagne, dernier slogan rimé rythmé, grâce à la danse, nous obtiendrons la chute de la Nahda. Nahda, c'est le parti islamiste au pouvoir. Alors pour le dernier tour des questions nous concernant, après on prendra un petit moment pour vous permettre de poser 2-3 questions. Mais d'abord justement, nous allons faire le tour de chacun de vous pour prendre des nouvelles de cette révolution. Alors cette révolution, comment se porte-t-elle? La vôtre, la tunisienne. J'ai honte d'être dans cette posture esthétisante alors qu'en Syrie il se passe... Oui, je comprends. Mais bon... c'est parti de chez vous et c'est vrai que oui, la manière dont elle peut pour se poursuivre, vivre, et on en a discuté tout à l'heure, vous êtes en fait optimiste. Plutôt, parce que c'est ouvert, c'est un horizon ouvert. Le champ des possibles est enfin ouvert. Alors que du temps de Ben Ali, on avait l'impression d'étouffer. Je vivais à l'époque en Égypte et chaque fois que je rentrais à Tunis, tout le monde parlait d'étouffement. Maintenant, il y a une entreprise de désobstruction. Enfin, on peut prendre plusieurs chemins, mais c'est ouvert. Et je pense que la société civile tunisienne et surtout les femmes tunisiennes sauveront je l'espère. Les femmes sont très actives, elles défendent leurs acquis et en étant très actives et en ayant peur pour leurs acquis, je pense qu'elles sauveront, finiront par sauver le processus de transition démocratique. Peut-être que vous pouvez expliquer cet épisode justement sur la dénomination dans la constitution de... Alors,
il ne s'agit pas en Tunisie d'éliminer les islamistes. On a respecté le scrutin, les résultats Démocratique, oui. démocratiques, même si la contre-révolution est sortie des urnes. Ça, il faut le reconnaître. C'est une évidence pour moi, je n'ai pas le temps de le démontrer, mais on a respecté les résultats du vote. Mais pour moi, il s'agit de pousser les islamistes à accepter la démocratie et à se transformer. C'est ça le défi. Il ne s'agit pas de les éliminer. Or, ces islamistes, jusque-là, ont fait des concessions. Premièrement, ils voulaient imposer la charia comme source de législation. Ça n'a pas marché parce qu'on a fait des débats, ont été ouverts, il y a eu des manifs, ils ont retiré leurs propositions. Deuxième concession, ils ont, et à force de débats, de prise de position intellectuelle, etc., ils voulaient imposer une loi qui criminalise l'atteinte au sacré. Ils ont fini par retirer cette loi. Ils ont voulu remplacer le mot égalité des sexes par complémentarité entre les hommes et les femmes. On a manifesté l'année dernière, le 13 août, anniversaire de la promulgation du Code de statut personnel en 1956. C'était le mois de Ramadan, il faisait chaud, on a organisé une manifestation nocturne, donc le 13 août, il y a eu 50 000 manifestants. Ils ont fini par retirer le mot complémentarité et d'accepter l'égalité des sexes. Donc on aura une constitution qui énoncera l'égalité entre les hommes et les femmes. Ceci dit, le danger, c'est qu'une partie de ce parti islamiste a essayé, peut-être qu'elle essaie encore, de jouer la carte de la violence. Notre stratégie, c'est de ne pas céder à la violence. C'est de répondre à la violence par l'art et par la célébration de la vie. Il y a eu un attentat, un assassinat politique dramatique, comme vous le savez. On a dit non, on ne va pas réagir par la violence. Au contraire, on a rédigé une charte nationale contre la violence qui a été signée par tous les partis politiques, sauf la NAHDA, c'est toujours sauf la NAHDA, mais on a poussé, on a intimidé le leader de la NAHDA, il finira par le signer. C'est important, c'est pas tout, mais c'est important. Et il y a cette manifestation, vous exigez la vérité aussi sur le... Oui, alors, comme vous le savez, il y a eu une enquête judiciaire qui a donné le résultat suivant: 2 salafistes auraient tué Choukri Belaïd. On n'a pas accepté ces résultats parce que on a parlé d'appareil. Jebali, qui a démissionné, a parlé et a dit qu'il s'agit d'un appareil. On n'est pas content de ce résultat. Vous voulez savoir qui est l'appareil, c'est ça? Oui. Oui, voilà. L'enquête se poursuit, mais il a été décidé de manifester. On a inventé ce rituel démocratique. C'est une fabrique de la démocratie. Il a été décidé de manifester chaque mercredi vers 14h devant le ministère de l'Intérieur, chaque mercredi, et devant les mairies de tous les pays et le seul slogan, c'est « Qui a tué Choukri Belaïd ?» Et ça marche jusque-là. Monsieur El-Kharisi, je voulais vous demander aussi des nouvelles de la révolution égyptienne. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à considérer que les choses
sont menacés. On ne voit pas toujours avec le même optimisme qui est le vôtre, en tout cas la même perspective positive ce qui se passe. On aimerait penser que la révolution allait mettre fin à une série de types de pouvoirs. On a vu les islamistes qui ont pris le contrôle. On ne pensait pas que c'était ça le but de la révolution arabe. Donc il y a les occidentaux déçus. Mais vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous n'avez pas cette même déception vous-même. هقول اولا انه الاحباط اللي عندك ان الاسلاميين جم الحكم ده نتيجه لمجهود قديم، وبالتالي الكلام اللي ابو علي مسنصل قاله لما قابل جاك شيراك وقال له والله انتم مالكوش وجود، انما الاسلاميين لهم وجود والجيش له وجود. هو الحقيقه ان اللي حط الوجود الاسلامي كان وجود تم تمويله وتم تحضيره على مدار اكتر من 30 سنه من المجهود. في السبعينيات، انا هعمل بسرعه، عامل فلاشات سريعه. في السبعينيات شفت بنفسي حملات في كل مكان اذهبوا يا مصريين إلى أفغانستان لمحاربة المارد الأحمر أو العدو الأحمر. الشيخ شعراوي جه وأصبح ده شيخ داعية إسلامي، وأصبح هو نجم نجوم التلفزيون المصري، يظهر شبه يوميا. جامعة أسيوط كان ماسكها النبوي إسماعيل، وكان يوزع أسلحة على التيارات الإسلامية لمحاربة التيارات اليسارية. المثقفين المنتمين لليسار تم طرد معظمهم من خارج مصر، وأصبحوا مشرذمين في العالم كله. وبالتالي وجود الإسلاميين ده وجود تم تمويله وتحضيره على مدار أكتر من 30 أو 40 سنة. اللي حط الإسلاميين في الحكم هو، أنتم متصورين إن هو ده الديمقراطية، وهي لا، ده غير حقيقي من وجهة نظري. ده تمويل ضخم جدا تم صرفه في الشارع، وتم صرفه على الناس، وتم تحضيره أيضا على مدار فترات طويلة. المساجد كانت ملحق بها المستشفيات دي كان نفس الطبيب ياخد 200 جنيه في العيادة بتاعته و5 جنيه في المستشفى الملحق بالجامع. إذا المسألة كانت مسألة منطقية واستمرار لبنية تحتية تم تمويلها. وأنا في تقديري الشخصي إنه الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت مساهمة كبيرة من السبعينات في تمويل ده. ليه؟ لسبب فلسفي، ودي نقطة أنا عايز بس أوضحها لأنها نقطة مهمة. مسألة برضو في كلام بيتقال كتير جدا في الصحافة الأوروبية، وبرضو أبو علي مسنصل قاله، وهو فكرة إنه ده هم الأكثر تنظيما، وبالتالي نحن من الأسهل كولايات متحدة أمريكية دولة مستعمرة لهذه الدول إن احنا نتعامل مع الدولة الأكثر تنظيما. غير حقيقي. هي لابد أن تتعامل مع كيان محافظ زيها، كيان يميني، كيان يدعم التيار الاقتصادي النيوليبرالي، يدعم التيارات الانفتاح الاقتصادي. Ce que j'aimais bien que vous me racontiez aussi, c'est cette force de la rue qui continue, parce que vous m'avez donné tout à l'heure des exemples de... بس أنا كنت عايز أوضح النقطة دي لأنها نقطة مهمة من وجهة نظري. أيضا ردا على أستاذنا الخوني، قال إنه الثورة هي محبطة، وهي والثورة الحقيقية هي ثورة العقل المحض. ده في جزء من رد على سؤالك. لو ده حقيقي، طب ازاي نبرر اللي حاصل اللي حصل في ال7-8 سنين اللي فاتوا؟ اللي حصل في ال7-8، عشان كده الثورة ما بدتش في 2011، بقى أكررها مرة واثنين و100 و1000. الثورة كما شاهدتها أنا شخصيا بدت في 2003 2004 2005 ومستمرة، وهتستمر كمان سنين وسنين قدام. هذا الحراك الثوري، المد الثوري المتصل، هو مد مش ممكن يتشاف غير من البنية برضو التحتية. اللي حاصل في الشارع، اللي حاصل تحت الهرم. ايه اللي حاصل تحت الهرم؟ انه
في ثورة حقيقية ثقافية مبدئيا. هناك عشرات دور النشر الجديدة، مئات المكتبات. أنا ساكن في منطقة وسط البلد في القاهرة، أقدر أقول لك إنه في خلال السنتين اللي فاتوا فقط لا غير فتح أكتر من 30 مكتبة في حي صغير في القاهرة. إزاي ممكن نفهم برضو عدد فرق الموسيقية، الفرق الشعرية، الفرق المسرحية، فرق الحكي؟ بنتكلم على مئات مش عشرات، مئات الفرق اللي ظهرت خلال ال3 سنين اللي فاتوا. دي ثورة حقيقية. ازاي نقدر نفهم ان هو لما اتفتحت باب النقابات المستقلة في يوم واحد تم تقديم اكتر من 230 نقابة مستقلة النهاردة بيعملوا. هناك حراك ثقافي سياسي اجتماعي حقيقي بيتم في الشارع وفي كافة المدن. الحراك ده في حالة تقدم دائم، لن ينجز طرح فكري حقيقي غير بعد 10 سنين. بس ده الموضوع بدأ 2004 2005 وهيستمر كمان. انما التعجل الشديد ان الثوره بدأت في 2011 25 يناير 2011 وانتهت يوم سقوط مبارك، ده كلام فارغ يعني كلام مش اي معنى حتى، يعني كلام حد ما قراش كتاب واحد في العلم الاجتماعي السياسي. ده نشاط طويل المدى وبيبدأ طبعا مع فكرة انه بيبدأ بالعقل، وما يحدث في الشارع المصري رائع وعظيم. نعم، في سقف الهرم المسألة شكلها محبط، إنما في قاع الهرم المسألة تبشر بالخير الكثير خلال السنوات القادمة. Alors, je vais demander à Boualem Sansal d'aller lire son texte, parce que comme ça, je privilégierai la possibilité pour vous de poser 2 questions après sa lecture. Sinon, on n'aura pas le temps et je pense que les écrivains seront frustrés aussi de ne pas vous entendre. Et donc, nous entendons Boualem Sansal pour la dernière lecture. À la mort du patriarche, son père, la jeune Saadia, c'était son prénom, elle avait 18 ans, a été placée à la tête du clan. C'était une première dans l'histoire de la tribu. Une femme et aussi jeune, c'était impensable. Mais on s'y résigna, le patriarche n'ayant pas eu de descendance mâle. On n'avait pas tant envie de se faire une guerre pour aggraver la crise. Les temps étaient durs. Nous sommes au tournant de 1900, le début d'un siècle nouveau, le dernier selon une certaine prophétie. Il y avait de l'urgence dans l'air, d'immenses angoisses planaient sur le monde, et il semblait qu'en Algérie, le temps glorieux des tribus était bel et bien révolu. Leur déchéance datait en vérité d'un bon demi-siècle. Elle fut historiquement constatée lors de la reddition de l'émir Abdelkader en 1847 et de son exil hors du pays. La colonisation allait les laminer. Lui sut rencontrer la gloire et l'éternité dans la défaite et la solitude. Les tribus n'avaient rien à quoi s'approcher, plus d'honneur et plus de ressort. Elles tombèrent dans l'hébétude et cultivèrent la lamentation et la zizanie en guise de résistance héroïque. Que la fin vienne avec une femme, pourquoi pas? Cela serait dans l'ordre des choses. Mais c'est une autre histoire qui s'est écrite. Lalla Saadia restitua au clan sa puissance et sa fierté, et cela ne lui prit que quelques années. Elle ne fonda pas son règne sur la force du sabre et du fusil, ce temps était révolu, mais sur le commerce et la diplomatie. Un commerce qui aura son compartiment noir, honteux d'abord, puis banal, une affaire marginale qui évoluera pour devenir, après la Première Guerre mondiale, l'activité principale du clan. La prostitution en maison de tolérance
venait d'avoir ses lois qui l'organisaient, la protégeaient. Elle entrait officiellement dans l'économie du pays. Lalla Sadia avait vu juste. L'évolution des choses sous l'empire de la colonisation fera que ce commerce connaîtra un immense développement. Elle en sera la reine, le symbole absolu. Le monde avait changé, il refusait la mortification, il prenait plaisir à vivre dans la chair, ouvertement. Et ni la misère, ni les violences, ni les prêches des ennuyeux ne l'en dissuaderaient jamais. La citadelle de Borj-Dakir était sa fierté, c'était la plus grande maison de tolérance de France et de Navarre. Le temps des femmes avait commencé. La tribu sera un monde au féminin où les hommes ne seront que des ombres furtives. Au clan, Lalla Sadia consacra sa vie, chaque instant de sa longue vie, et jamais personne n'a pensé, ne serait-ce que par hypothèse, qu'il eût pu être sous une autre autorité que la sienne. L'identification était parfaite, totale. Elle était le clan et le clan était elle. Elle en a fait le plus puissant d'Afrique du Nord. De toute l'histoire contemporaine du Maghreb, ne la dépasseront en fortune et en pouvoir que les rois et les présidents. Cette femme était un autocrate. Elle était née pour le pouvoir, elle l'a exercé sans partage, avec une force naturelle exceptionnelle, irrésistible. Et bien des hommes qui détenaient des pouvoirs exorbitants ont baissé le regard devant elle, des généraux français, des colonels algériens et des caïds à la loi. J'ai vu, après l'indépendance, comment des hommes qui s'étaient arrogés des pouvoirs surhumains, tels Ben Bella, l'Algérien, et Nasser, l'Égyptien, se seront un jour tenus devant elle comme des enfants respectueux et admiratifs. C'était en 1963, le temps des grands révolutionnaires en marche. Merci. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est s'il y a 2 ou 3 questions, je les prends. Si vous dites à qui vous les adressez, et alors on fait vite le tour des réponses. Je vois qu'il est un peu tard, donc je suppose qu'il y a une série de personnes qui doivent partir. Mais donc s'il y a 2-3 questions, sinon faites-moi signe. Dans la salle, non ? Le public a l'air rassasié, je pense qu'il est... Voilà, écoutez, moi on va vous laisser sur ce... S'il n'y a pas de questions, on va vous remercier pour la soirée. On vous rappelle que les auteurs sont prêts à dédicacer leurs livres. On vous remercie pour votre attention aussi, et on vous remercie de votre présence nombreuse. Merci.